Bonjour à tous, à vous qui êtes connectés, et bonjour aussi à ceux qui nous rejoindront dans quelques temps en écoutant le replay de cette conférence. Merci d'être avec nous ce matin. Mon nom est Dominique Calmels, je suis le cofondateur de l'Institut Sapiens, aux côtés d'Olivier Babot. Ce matin, un sujet qui tient à cœur, qui nous tient vraiment à cœur à l'Institut Sapiens, la lutte contre la douleur chronique. Nous y travaillons depuis un peu plus de 2 ans avec nos moyens et nous bénéficions également du soutien institutionnel de trois entreprises qui sont Abbott, Boston Scientific et Medtronic. Et c'est un sujet bien évidemment qui touche 14 millions de Français, sans compter ceux qui vivent avec eux, ceux qui, dans leur famille, subissent ce problème. Donc c'est un sujet vraiment délicat et il faut que nous puissions faire avancer les choses. Et ce matin, comme nous l'avons dit, nous voudrions échanger sur les actions rapides que l'on espère à travers ce nouveau quinquennat. Et pour ce faire, nous avons la joie et le privilège d'accueillir la professeure Valéria Martinez, qui est la présidente de la SFETD. Alors c'est la société... ça y est, je savais que je me planterais. Française d'études et traitement de la douleur. Vous voyez, je l'ai bien préparé. Traitement de la douleur. Et nous vous remercions de votre présence. Merci. Bonjour Valéria. Et nous accueillons également Marc Lévesque, neurochirurgien, spécialiste bien évidemment de la douleur également, et qui nous fait la gentillesse de venir depuis le lieu où il exerce, c'est-à-dire Marseille, spécialement pour notre événement. Un petit rappel avant de commencer. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la fonction QR, questions-réponses, qui se trouve au pied de votre écran. Vous la voyez, il y a un petit bouton, vous cliquez dessus et vous allez voir une fenêtre apparaître. Vous mettez votre question, vous faites entrer et tout le monde aura vu votre question. Et nous essaierons de répondre à ces questions dans les 15 dernières minutes de cet entretien et de cet échange. Voilà. Je vais commencer par vous, Valéria. Alors, j'étais un peu rapide dans ma présentation. Je dis que vous étiez la présidente de la SFETD, mais vous faites énormément d'autres choses. Donc, je vais vous laisser prolonger cette présentation un peu rapide. Et puis, en même temps, nous faire un petit statut sur l'état de la lutte contre la douleur à ce jour. Et en même temps, troisième sujet dans votre intervention, qu'est-ce que la SFETD attend de ces 5 années qui viennent ? Très bien. Oui, en effet. Alors, donc, moi, je suis Valéria Martinez, je suis professeure d'anesthésie, donc je suis anesthésiste de formation et je me suis spécialisée en la douleur. Donc, depuis que je suis en fait interne, je fais de la douleur. J'exerce dans un hôpital, un petit CHU, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, où on a une consultation, je suis responsable d'une consultation autour de la douleur et de l'handicap et du post-traumatisme. C'est tous les patients qui ont des traumatismes de la voie publique, après des chirurgies, et également des traumatismes, des douleurs suite à l'handicap. Donc on a une consultation pluriprofessionnelle, donc c'est une structure de douleur. Je reviendrai sur ce qu'est une structure douleur, parce que c'est un élément important du paysage. La SFETD, je veux dire un petit mot sur notre société, donc la Société française d'études de la douleur, c'est une société donc savante qui est particulière parce qu'en fait elle regroupe, elle est pluriprofessionnelle, c'est-à-dire qu'elle regroupe des médecins, mais pas seulement des médecins, des infirmiers, des psychologues, des gens qui travaillent autour du mouvement, des kinésithérapeutes. Elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dans les spécialistes qu'il y a, dans les médecins, il y a des neurologues, des rhumatologues, des neurochirurgiens, des anesthésistes. Et donc elle rassemble tous ces professionnels, tous ces hommes et ces femmes qui se battent au quotidien, qui voient les patients dans les structures de la douleur et qui prennent en charge ces patients. Donc elle porte la voix de toutes ces personnes-là qui travaillent dans les structures de douleur et elle rassemble et elle se bat pour faire connaître et reconnaître, promouvoir en fait la prise en charge de la douleur en France. Alors, maintenant, un petit peu le contexte actuellement de la douleur chronique en France. Il faut savoir que la douleur chronique est quelque chose de très très fréquent, puisqu'en fait, 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques. Une partie d'entre eux, à peu près 10 à 20%, vont souffrir de douleurs complexes, très intenses, qui sont difficiles à calmer. Et seulement une toute petite partie d'entre eux bénéficient d'une prise en charge spécialisée dans les fameuses structures de la douleur. Alors, je vais faire un rapide tour historique de comment fonctionne la douleur en France. Il faut savoir que la France a été vraiment pionnière dans la prise en charge de la douleur suite à 3 plans gouvernementaux, 3 plans politiques qui ont commencé en 98. En 98, Kouchner a mis le premier plan douleur. C'est comme ça
on a changé les mentalités autour de la douleur, qu'on s'est intéressé à la douleur dans les établissements de santé, que les premiers praticiens de santé se sont installés, il y a eu 37, et puis qu'on a mis aussi par exemple des pompes à morphine dans partout. Donc ça a fait un vrai changement pour la prise en charge de la douleur. 3 plans successifs qui se sont succédés, et puis qui ont posé en fait un paysage qu'on a encore, qui est ce maillage territorial, c'est-à-dire avoir des structures douleurs un peu partout dans les régions. Mais depuis 2012, il n'y a plus de plan douleur en France. Donc en fait, on a stoppé. Depuis 2012, plus de stratégie politique autour de ces douleurs. Et donc on est inquiet, puisque ce maillage, qui sont les structures douleurs qu'on retrouve dans toutes les régions, ce qui sont faites de centres de la douleur. Donc les centres de la douleur, c'est des experts qui se regroupent, qui font à la fois la clinique, l'enseignement et la formation. Et puis il y a également des consultations douleur. Des consultations douleur, elles font de la clinique. Elles sont spécifiques, elles sont uniques en France. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on a quelque chose de précieux, d'unique en Europe. Les autres pays n'ont pas ce maillage, puisque dans ces structures, il y a des professionnels de santé, des médecins, des psychologues et des infirmières. Ça, c'est la base d'une structure douleur. Donc, un travail en pluriprofessionnel autour du patient pour sa prise en charge globale. Et en fait, ces structures, ce maillage auquel on peut être très fier, on est très très inquiet. Tous les gens qui travaillent dans ces structures sont extrêmement inquiets parce que on voit que la pérennisation de ces structures est en danger. En danger puisque il y a des départs en retraite, parce que ces structures sont fragiles, et puis on a peur de leur pérennité, de qui va prendre la suite. D'accord ? Donc on a quelques chiffres, je vais vous parler de quelques chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète grandement. Et donc, notre société, la SFETD, a voulu faire une photographie de la démographie, de comment fonctionnent ces structures, pour apporter des arguments à notre gouvernement, dire attention, on est fragile, c'est pas seulement notre ressenti, nous on le voit qu'elles sont fragiles, mais apporter des chiffres. Et je vais vous en donner quelques-uns. Quelques-uns, c'est par exemple 3 équivalents temps plein douleur pour 100 000 habitants. Ça, c'est ce qu'on a pour les structures douleur, des spécialistes de la douleur, 3 équivalents temps plein pour 100 000 habitants. C'est moins de 1% de l'ensemble des médecins, vous voyez ? Moins de 1% de l'ensemble des médecins, alors qu'on a 12 millions de patients douloureux. On est... Voilà. Et en plus, ces patients douloureux, on sait que dans les années à venir, cette population douloureuse va s'agrandir, puisqu'on a un vieillissement de la population avec, ça va nous concerner, Marc, en 2030. Moi, le premier. Marc est beaucoup plus jeune. Bon, j'osais pas. Donc déjà, c'est fragile, on n'a pas beaucoup d'équivalents temps plein, on n'a pas beaucoup de médecins de la douleur. Ensuite, quand on regarde les structures, elles sont faites en moyenne de 2 équivalents temps plein pour les centres. Comment voulez-vous, avec 2 équivalents temps plein, en moyenne, tenir une structure de la douleur? Il suffit qu'il y en ait un qui parte à la retraite, qu'il y ait un médecin qui tombe malade, on est inquiet. On ne peut pas poursuivre cette activité. Donc une grande fragilité de ces structures, ça c'est un point qui est important. Et surtout le point, c'est que 25% des médecins vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. Et ça, c'est énorme, c'est-à-dire 91 à peu près équivalents temps plein qui vont partir et on n'a pas de quoi les remplacer. Puisque ce n'est pas une spécialité, les médecins de la douleur, les jeunes médecins de la douleur, il y a un problème d'attractivité, mais nous en reviendrons plus tard. Donc il y a urgence, il y a vraiment urgence à agir et c'est pour ça que la SFETD fait un nouveau programme de la douleur. On a un programme sous la main, d'ailleurs ce programme, il reprend des éléments qu'on avait déjà pensés en 2012, mais qui n'ont pas abouti, on les reprend. Avec 3 axes importants qui sont le parcours de soins, comment améliorer le parcours de soins des patients douloureux, la formation en douleur, on reviendra sur la formation des plus jeunes en particulier, et s'intéresser également aux publics les plus vulnérables, c'est-à-dire les patients handicapés, les patients aux âges extrêmes de la vie, ou lesquels on n'a peut-être pas assez fait attention ces dernières années. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci. Marc, une occasion de compléter ma présentation. Voilà. Parce que tu n'es pas que neurochirurgien à Marseille. Voilà. Que fais-tu et puis peut-être de réagir sur les propos de Valéria. Expert sapiens là, et puis voilà. Spécialiste de la douleur. Oui, non, en fait, le constat de Valéria est assez édifiant et aussi préoccupant. En fait, un autre chiffre qui était dans le livre blanc de la douleur de la SFETD en 2017, c'est qu'il y a aujourd'hui 3% seulement, du fait de ce manque un peu d'effectifs, de la population qui a accès à ces centres. Et
Et finalement, ça crée aussi de l'insatisfaction, parce qu'on considère un autre chiffre qu'il y a, je crois, c'est 66 à 70% des patients douloureux qui ne sont pas satisfaits de leur prise en charge. Et une des raisons aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à ces structures spécialisées. Alors le problème de cet accès restreint aux structures spécialisées, c'est aussi l'accès restreint à des techniques qui sont non médicamenteuses, qui sont quand même en train de bouleverser la prise en charge de la douleur. C'est-à-dire qu'effectivement, accéder aux médicaments, on peut le faire au travers du médecin généraliste et puis au travers du maillage des 21 000 officines. Par contre, si vous voulez accéder à des techniques aujourd'hui qui paraissent aussi plus adaptées, parfois même plus efficaces que les médicaments, avec cette prise en charge globale, que je pense aux thérapies cognitives et comportementales, à la méditation, à l'hypnose, à la stimulation magnétique transcrânienne, à la TENS, enfin à la neuromodulation, toutes ces techniques innovantes, eh bien, on peut le faire en général au travers de ces structures qui sont surchargées, qui peuvent difficilement prendre de nouveaux patients avec des délais d'attente qui sont de 6 mois à 9 mois. Donc, non seulement on n'a pas accès à ces praticiens, et puis on n'a pas accès en fait à toutes ces thérapies innovantes qui bouleversent quand même la prise en charge de la douleur. Et puis un dernier point là, parce que au sujet de la formation, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que l'algologie c'est un peu une spécialité un peu mal aimée parce que c'est un symptôme. Alors effectivement, on disait oui, c'est un symptôme comme la douleur. Alors il y avait cette tradition un petit peu de respecter le symptôme, mais aujourd'hui ça concerne tellement de patients, il y a tellement de techniques à disposition que finalement il faut véritablement une formation spécialisée. Et ce que l'on souhaite de tout cœur, c'est que dans les années à venir, ce soit reconnu au même titre qu'une spécialité comme l'anesthésie, comme la neurochirurgie, comme la dermatologie, et que ça puisse donner naissance à une formation qui soit structurée et aussi qui soit valorisée, que les plus jeunes aient envie un petit peu d'aller dans cette voie qui est en fait aussi très gratifiante, parce que quoi de plus beau que de soulager ses semblables de la douleur. Mais aujourd'hui, il y a de tels obstacles au niveau effectif, au niveau aussi financier, que ça dissuade parfois les plus motivés des plus jeunes. Alors j'ai bien compris qu'il y avait deux solutions pour être soigné, des médicaments et de l'autre côté des techniques un peu moins médicamenteuses, on va dire, plus technologiques, pour employer un mot qui peut faire peur. Mais est-ce que tu as employé deux mots? Je ne suis pas sûr que tout le monde te suive. Alors les experts ont compris, mais ceux qui ne sont pas experts, explique-nous ce que c'est que la TENS et ce que c'est en 2 minutes. D'accord. Alors la douleur, c'est un phénomène électrochimique. D'accord. Donc la chimie, on connaît, c'est les médicaments. Le versant électrique, c'est d'autres techniques qui vont en fait stimuler le tissu nerveux. Et on sait que c'est le tissu nerveux qui véhicule la douleur. Alors le tissu nerveux, il commence au niveau du nerf, au niveau de la peau. Donc on va stimuler la peau, ça c'est la TENS, c'est-à-dire l'électrostimulation cutanée. Ensuite, on va pouvoir stimuler... Donc on ne pose rien. C'est extérieur, on pose des patchs électriques qui vont brouiller la douleur. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Qui vont favoriser aussi la sécrétion, par exemple, d'endorphines. On peut aller stimuler directement le nerf. On peut aller stimuler la moelle épinière pour des douleurs qu'on appelle neuropathiques, lorsque le nerf a été abîmé et qui donne ces drôles de douleurs, de brûlures, de décharges électriques, de fourmillements, etc. Et puis aussi, on peut aller stimuler directement le cerveau à l'extérieur. Ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. On envoie un champ magnétique qui va provoquer en fait une sorte de courant électrique qui va venir en fait modifier le seuil de la douleur au travers de modulations qu'on n'a pas toujours bien compris du circuit de la douleur intracérébrale. Et ça, c'est des techniques innovantes qui donnent de bons résultats, qui n'ont peu ou pas d'effet indésirables et qui aujourd'hui peinent en fait à être accessibles. Par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne, aujourd'hui, elle n'a pas de codage, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Donc il y a des artifices, on essaye un petit peu de rendre service aux patients, mais on peut se faire taper sur les doigts parce qu'on n'est pas dans les clous. Par les organismes qui remboursent ces techniques. La sécurité sociale, on va dire. Voilà. On va en fait gros mot. faire un petit peu des codages par assimilation qui ne sont pas satisfaisants et qui freinent le développement de ces techniques parce que
pour pouvoir s'équiper de ces nouvelles technologies, il y a des investissements, et pour qu'il y ait des investissements, il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement et donc un codage. Donc ça, aujourd'hui, en l'absence de codage, ça freine de façon considérable le développement de ces nouvelles technologies. D'accord. Ben là, il y a une première réaction sur ce que vient de dire Marc. Oh oui, je l'ai beaucoup. Sur la Allez-y, formation allez-y. des jeunes médecins, moi je pense que c'est quelque chose d'important parce que la SFETD porte dans ses propositions, c'est un changement de la formation et que justement la médecine de la douleur devienne une vraie spécialité. Pourquoi qu'elle devienne une vraie spécialité ? Tout d'abord parce que quand on n'est pas une spécialité, on a du mal à être reconnu. Et dans la fragilité actuelle, on est extrêmement fragile si on n'est pas une spécialité. Tout simplement pour réguler la filière. Par exemple, quand on est anesthésiste, on sait, parce qu'on est une spécialité, qu'il va manquer tant d'anesthésistes, qu'il y aura tant de départs à la retraite. Et l'ordre des médecins, c'est exactement combien il faudra former d'anesthésistes dans le futur pour pouvoir pallier à ces départs à la retraite. En douleur, on n'a pas assez. On ne les avait pas. C'est-à-dire que les institutions ne pouvaient pas dire il y a tant, un quart, parce que maintenant on les a, les chiffres, un quart des médecins de la douleur qui vont partir parce qu'on n'est pas une spécialité. On est un petit peu diffus, on vient de différentes spécialités pour faire de la douleur. Donc ça permet d'être une spécialité, d'abord de réguler cette filière qui est indispensable. Deuxième chose que je voudrais réagir, c'est vrai que quand tu disais, et je pense qu'il faut expliquer que la douleur finalement c'est une véritable maladie. On n'est pas, il y a la douleur aiguë qui est un symptôme qui est là pour être traité, qui est un symptôme qui appelle une douleur d'appendicite, on vient un traumatisme. Ça c'est autre chose, c'est le symptôme. La douleur chronique, ce n'est plus un symptôme, ça devient une vraie maladie qui a un retentissement terrible sur la vie des gens, parce que ça engage le sommeil, l'humeur, les relations familiales, le couple, des loisirs professionnels. Et donc il faut prendre en charge l'ensemble. Et ça nécessite une expertise, une formation et de voir des patients et de voir, donc on devient spécialiste. Et maintenant, je pense qu'on est mûr pour pouvoir, il y a quelques années peut-être, c'était encore, on était pionniers là-dedans, maintenant on est nombreux, des nombreux experts dans tous les domaines qui pouvons apporter notre pierre en tant qu'anesthésiste, en tant que rhumatologue, en tant que neurologue, pour former la future génération à avoir toute cette vision d'ensemble et être des spécialistes. Et puis, quand on est une spécialité, on attire du monde. Quand on n'est pas de spécialité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit peu de douleur comme une compétence en plus. Et ce qui fait que parfois, les médecins de douleur travaillent, là dans l'enquête, il y avait que 30% travaillaient moins de 0,2 équivalent temps plein dans les structures. Donc un tout petit peu, parce qu'ils ont la spécialité à côté, donc il faut des allées et venues. Et ça fragilise énormément la prise en charge de la douleur. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la formation est vraiment un des points que dans les 5 ans à venir, on veut absolument obtenir cette spécialisation de la douleur. C'est un de nos combats de la SFETD. Et je suis suivie, bien sûr, par l'ensemble des enseignants, le collège des enseignants pour ça. Un autre point qui me paraît important de réagir sur ce qu'a dit Marc, c'est dans ces propositions de formation, il y a d'abord, on travaille de façon pluridisciplinaire avec des infirmiers référents douleur, qui sont dans nos structures. Et vous savez que depuis peu de temps, il y a des infirmiers de pratique avancée. En fait, on avait déjà de l'avance avec ces infirmiers, parce qu'ils sont là depuis là, ils sont des pionniers, des leviers très très importants dans nos structures, puisqu'ils permettent de les évaluer, de les suivre, de faire du lien. Et l'arrivée de ces IPA qui ne sont pas pour la douleur pour l'instant, mais on voudrait qu'en fait il y ait des IPA en douleur. C'est très très important, puisque d'abord ça valorise tout le travail qu'ils font déjà depuis des années, ça leur donne de l'autonomie et la possibilité de represcrire des prescriptions et pourrait alléger nos consultations, que comme tu as dit Marc, en fait, dans certains endroits, en moyenne c'est 3 mois de délai d'attente. Dans certains endroits, ça va jusqu'à 1 an de délai d'attente. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour des coups de fil, pour qu'on les voit plus précocement. Et tout ça, ça nécessite une formation, une reconnaissance de chaque professionnel qui travaille dans les structures. Voilà ce que je pourrais... D'accord. Alors, au sein de l'Institut Sapiens, on a un observatoire de la santé, oui. Santé et Innovation, n'est-ce pas, qui produit beaucoup, qui travaille beaucoup, dont Marc est un des membres également. Et alors, juste pour rebondir, on sort un tout petit peu de la douleur, mais pour nous, les IPA sont aussi la solution face aux déserts médicaux. Bien sûr. C'est évident que, d'abord, c'est une belle progression de carrière pour ces infirmières. On reconnaît leur expertise et leur expérience. Et puis, c'est certainement une solution pour faire face aux déserts médicaux. Marc, tu as sûrement une autre recommandation à apporter.
en plus de celles que tu évoquais. J'ai compris qu'il fallait aussi remplir les centres douleurs. Hein. Ça manque un peu de médecins. Il y a des malades, mais il n'y a pas assez de médecins. Quoi. Ah oui, alors, donc il faut des nouveaux médecins, des jeunes médecins. La formation permettra d'avoir davantage... Maintenir ces structures. Il faut les maintenir, les pérenniser. Ça n'empêche qu'il faut continuer aussi à former tous les médecins et tous les soignants en vie dans les institutions pour les prendre. Tout à fait. Pour qu'une spécialité en fait elle soit viable, qu'une spécialité, il faut qu'il y ait, comme on dit, un modèle économique, c'est-à-dire que les médecins, notamment les médecins libéraux, qui vont se destiner à cette spécialité, on en reparlera de la médecine libérale, il faut qu'il y ait derrière ce modèle économique, c'est-à-dire que, et aujourd'hui, le modèle économique, la nomenclature, les consultations, elles sont pas tellement adaptées aux consultations de douleur, parce qu'une consultation de douleur, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que le patient a un itinéraire, un dossier assez lourd qu'il faut digérer pendant la consultation. Et il faut bien cerner les différentes facettes de cette maladie qu'on dit biopsychosociale, parce que la douleur, elle fait ses ravages sur le psychisme, sur le couple, sur l'entourage, sur la profession, etc. Donc ça, il faut du temps pour cerner tout ça. Il faut cerner aussi tous les traitements qui ont déjà été donnés. Et c'est vrai que la consultation de base, standard, elle n'est pas suffisante. Donc il faudrait, comme par exemple en psychiatrie, des consultations qui soient vraiment qui soient reconnues comme des consultations de douleur en tant que telles. Et puis également, il y a des actes, il y a de plus en plus d'actes techniques parce qu'il y a de plus en plus de cibles, notamment avec la neuromodulation. Et on a l'impression que la technologie, finalement, elle va plus vite que l'administration. C'est-à-dire que les actes apparaissent avant même que la nomenclature ait pu les référencer, ce qui fait que un acte sans nomenclature, sans codage derrière, c'est un acte qui ne peut pas être utilisé. Alors je parlais tout à l'heure de la stimulation magnétique transcrânienne, c'est un bon exemple. Bon, il semble aussi pour d'autres topiques, c'est-à-dire des traitements locaux que l'on fait, que ce soit en injectant de la toxine botulique ou bien des patchs de piment, de capsaïcine, les choses petit à petit se règlent. Mais voilà, c'est très lent et tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre boîte à outils de la douleur ne peut pas être forcément utilisé parce qu'il y a des outils qui manquent de nomenclature. Alors, là encore, il y a un gros chantier qui est en train de se faire, de référencer et d'inventorier ces nouveaux actes, mais pour l'instant, tant qu'ils n'existent pas, on a du mal à les utiliser. Et ce que je voulais peut-être au niveau de la médecine libérale, alors peut-être qu'on en reviendra, mais c'est sans doute l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 centres de la douleur, Valérie. C'est ça, 273. Voilà, donc c'est un maillage qui est important, mais qui est insuffisant. C'est un petit peu, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme si on pouvait aujourd'hui accéder à son médecin généraliste que par les urgences. Et on sait aujourd'hui que les urgences, elles sont, comme on dit, embolisées, elles sont surchargées. Et à mon sens, et on est plusieurs un petit peu à réfléchir autour de ça, c'est que une des possibilités, ça serait que finalement que la médecine de ville, d'algologie, soit beaucoup plus représentée. Et c'est vrai que si demain il y a un diplôme spécialisé, ça permettra en fait à des jeunes algologues de pouvoir s'installer en ville et d'être autant de relais et finalement aussi d'alléger la prise en charge des centres de la douleur chronique qui est aujourd'hui assez hospitalo-centré. Ce qui fait que y a beaucoup de gens qui sont très loin de centre de la douleur. Et c'est aussi des gens vulnérables qui ont des difficultés de déplacement, etc. Donc c'est important que la douleur essaime grâce à la médecine libérale. D'accord. Alors, juste pour revenir 2 secondes sur la nomenclature, c'est un problème d'organisation administrative, c'est un problème de lenteur, c'est un problème de budget, c'est quoi selon vous? Je pense que la lenteur, il fait beaucoup. La lenteur, il fait beaucoup. Ouais, donc tout n'est pas perdu alors? Non, les choses avancent doucement, mais elles avancent. C'est vrai qu'on est toujours sur retard, tu as très bien dit, on a une avance et les nomenclatures ont du mal à nous accompagner. D'accord. À première vue, il n'y a pas de réaction budgétaire.
en disant tout ceci coûte trop cher et c'est une question. Hein. Si elle vous embarrasse, ma question, on la range. On n'a pas fait... Prendre soin des patients douloureux chroniques, ça change tout sur le plan économique, mais c'est à long terme. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. C'est à long terme, ça veut dire qu'ils reprennent leur travail, ils reprennent une activité, mais ça n'a jamais été montré, donc on a du mal à montrer ça. Et bien évidemment, hein, que même si on met, je ne sais pas, une neurostimulation médulaire, c'est à peu près 10 000 €. Ouais, 10-15 000 €. Et en 2 ans, on l'a amorti, c'est ça Et alors qu'un patient douloureux chronique, il perd son travail, il ne travaille plus. Il perd son travail, il prend des médicaments, il se retrouve tout seul, il a besoin d'aide, ses enfants ont du mal à supporter tout ça, ce qui peut se comprendre aussi. Donc c'est dramatique. L'évaluation médico-économique, elle est déterminante, parce que c'est vrai que, bon, par exemple, la prescription d'un médicament, et notamment, on en parle beaucoup avec les États-Unis, des morphiniques, et de ces médicaments contre la douleur qui ont aussi des effets collatéraux au niveau de la concentration, au niveau psychique, au niveau de l'irritabilité, au niveau tout simplement de pouvoir conduire. Hein, quand il y a certaines molécules, on ne peut pas conduire raisonnablement. Et qui dit aujourd'hui ne pas conduire, dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire ne pas travailler. Et ces médicaments, effectivement, ils peuvent paraître... Bon, déjà, ils ne sont pas identifiés forcément comme des médicaments de la douleur chronique, parce qu'on peut utiliser des antiépileptiques, on peut utiliser des antidépresseurs. Et puis, c'est une dépense qui est au fil de l'eau, qui paraît un peu plus indolore, si j'ose dire, pour la sécurité sociale. Mais effectivement, quand on arrive avec des thérapies innovantes, un petit peu à supprimer ces médicaments et leurs effets collatéraux, eh bien, on a plus de chances de réinsérer le patient au niveau professionnel, au niveau familial. Donc, c'est important effectivement qu'il y ait des études médico-économiques qui soient faites pour montrer finalement aux décideurs que, bon, même si des fois il y a une mise de départ qui peut paraître un petit peu onéreuse, on parlait d'un stimulateur médulaire, c'est 10-15 000 €, ben finalement il est remboursé au bout de 2 ans, vu toutes les économies que l'on fait à côté. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas encore été suffisamment pensées. D'accord. Et ce neurostimulateur, il vit combien de temps? Parce que là, vous m'avez fait une brillante démonstration en disant 2 ans c'est amorti, mais il vit combien de temps? Il vit 10 ans, 15 ans? Maintenant, on met des stimulateurs rechargeables qui ont une durée de vie de 8 ans minimum. 8 ans minimum, d'accord. Oui, donc économiquement, il y a pas. Il y a bien un bon résultat, quoi. Si on a amorti en 2 ans, il en reste encore 6. Et d'autant plus pour financer une autre. C'est que cette technologie qui galope, hein, parce que bon, le téléphone là, que tu as là, toutes les avancées. Rappelez-vous, hein, vous aviez il y a 30 ans les téléphones à cadran, là, l'évolution technologique elle est exponentielle. Et également la diminution des prix qu'on peut attendre. Hein. Autrefois, le téléphone c'était réservé aux applications. Bon, maintenant, tout le monde en a. Donc, plus ces technologies aussi vont se développer, plus les prix vont chuter. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas encore été bien compris. D'accord, ça n'a pas été bien compris. Et puis on peut imaginer que si on n'avait plus de patients traités, le prix baisserait également. Voilà, bien sûr. Ça s'est vu dans les appareils pour le diabète, par exemple. Après, les testeurs de glycémie, dont les prix ont été divisés par 2 depuis leur installation première. D'accord. Il y avait une autre question aussi, peut-être d'autres sujets que tu veux pousser, mais je pensais à un traitement libéral, enfin l'action des... le fait d'avoir plus de médecins en libéral. Tu disais tout à l'heure, c'est très attaché aux hôpitaux, c'est vous qui disiez voilà. C'est très attaché aux hôpitaux. Est-ce qu'on peut changer ça? Ça serait complémentaire. On pourrait imaginer un petit peu des postes avancés d'algologues qui vont permettre aussi de hiérarchiser la demande. Il y a des patients douloureux chroniques chez qui en fait, on a intérêt à agir rapidement avant que la spirale de désociabilisation, de dépression se mette en route. Et si on les adresse rapidement à des structures spécialisées avec déjà un premier accompagnement, eh bien on peut les sortir beaucoup plus rapidement, facilement de la douleur chronique. Tu parlais de la neuromodulation, l'électrode. En fait, un patient qu'on implante dans les 2 ans, on aura un bien meilleur résultat qu'un patient qu'on va implanter 8 ans après. Et en général, c'est la moyenne d'implantation, elle est beaucoup plus tardive. Donc plus on est rapide, plus on est efficace.
Donc l'algologie libérale, elle peut être en fait une première réponse. Et puis également, il va y avoir une expertise, un plateau technique beaucoup plus touffu, des expertises beaucoup plus variées, avec des psychologues qui vont offrir beaucoup de techniques différentes, avec la stimulation médulaire, avec la stimulation magnétique transcrânienne. Et puis aussi toutes ces techniques dont on ne parle pas, qui sont en train d'arriver, parce que à chaque endroit où il y a un nerf, à chaque endroit où il y a une cible. Et c'est pour ça que le développement de l'algologie libérale, à mon sens, est essentiel. Et effectivement, elle repose sur la formation. À partir du moment où l'algologie sera identifiée comme une spécialité à part entière, ça permettra... Ça ira plus vite. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Marc, parce que c'est une vraie question, ça, l'algologie en libéral. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, là, qui est en train de changer, hein, ça c'est clair. D'abord, dans l'enquête aussi, on a vu les structures qui étaient labellisées douleur en libéral, pour l'instant dans les structures privées, elles sont autour de 10%. Donc elles ne sont pas devant du tableau. Hein. Pour l'instant, c'est les CHG, les CHU. Ça, c'est une réalité. Après, l'hôpital va mal, on va dire, le public va mal, il n'y a pas de secret. On voit bien qu'actuellement, beaucoup de jeunes fuient l'hôpital parce qu'on n'a pas les moyens humains, les moyens matériels, hein, tout simplement, ou d'organisation. Les jeunes s'essoufflent. Donc il n'y a pas de spécialité. Les jeunes s'essoufflent, on ne peut pas leur permettre un parcours. Beaucoup partent dans le libéral avec, quand ils ont de l'appétence pour la douleur, de développer leur technique dans leur spécialité, comme ce soit neurochirurgien, anesthésiste, etc. Mais là, va se poser un problème, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de prendre en charge globalement le patient. C'est-à-dire, les structures de douleur permettaient d'avoir le médecin, le psychologue, l'infirmier, de prendre en charge globalement. Et ça, ce temps-là, ça coûte cher. Et en libéral, c'est pas valorisé. Voilà. Ouais. Et quand c'est pas valorisé, quand un médecin généraliste, un médecin spécialiste prend du temps en libéral pour passer une heure avec un patient douloureux qui est nécessaire pour poser les indications, et pour l'instant, on ne peut pas le valoriser. Donc là, on a un problème. À la fois, l'hôpital, ça marche moyennement et qu'on a une fuite des jeunes. Les jeunes qui, quand ils vont dans le privé s'installer avec leur spécialité, ne sont pas reconnus en tant que spécialistes de la douleur. Ils ont du mal à former leur équipe autour parce que ce n'est pas valorisé. Et vous savez qu'on a tapé également, l'ordre des médecins a tapé dans les doigts de certains spécialistes qui s'installent pour faire de la douleur. On a dit, non, vous n'êtes pas spécialiste de la douleur. Vous pouvez le faire que dans une structure de douleur. Donc c'est compliqué tout ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut cadrer les choses et que le fait d'arriver à une spécialité douleur va tout changer. Voilà. À la fois pour travailler dans le public, dans le libéral. Et ça, je pense que c'est une voie de sortie élégante. Très importante pour nos jeunes qui en fait, sont les plus jeunes d'entre nous, hein, les internes qui se forment à la douleur, maintenant, cette formation, elle est plus petite. Maintenant, elle prend la forme de ce qu'on appelle une néphestie, c'est plus petit, moins de temps. Et quand ils ont cette compétence, et ils terminent leur internat, ils n'ont pas de poste. On ne leur pose pas des postes qu'on appelle les fameux postes de clinica, où on fait 2 ans, on peut voir des patients à l'hôpital. Il n'y a pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à leur spécialité ou ils font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas une trajectoire visible, claire, voilà. Encourageante. Encourageante. Tous les jeunes qui font un petit peu de douleur, il faut qu'ils restent dans la douleur parce qu'on en a besoin. Et donc il faut leur montrer le chemin, mais il n'y a pas de chemin. C'est compliqué. Voilà, c'était un... Non, tout à fait. Des réactions? Non, effectivement, ça va être un élément clé là, du quinquennat, puisqu'on en parlait, à venir, qu'effectivement ça pourrait être une mesure forte et qui réjouirait la population, parce qu'il y a une attente qui est quand même qui est immense de ce côté-là. Les gens sont déçus de la prise en charge globalement de la douleur, comme montrent les chiffres en préambule. Et quand tu dis, Marc, aussi qu'on est hospitalo-centré, c'est vrai qu'il faut arrêter ça. C'est vrai qu'il faut aller faire du lien hôpital-ville beaucoup plus important. Il y a des gens qui réfléchissent sur ça, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui est en train de réfléchir, qui a réuni justement la SFETD et la Société de médecins généralistes pour réfléchir à comment on pouvait mieux faire pour mieux travailler avec la ville et qu'il y ait des coups-fils, qu'il y ait un accès aux structures, mais aussi qu'on puisse renvoyer les patients, parce qu'une fois qu'ils arrivent dans les structures, des fois on est coincé, on n'a pas assez de psychiatres pour les renvoyer en ville, on n'a pas assez de gens en ville. Donc pouvoir que ça soit un aller-venu beaucoup plus souple, avec un parcours qui soit beaucoup plus visible pour
pour les patients et faciliter. Et puis il faut aussi se reposer sur toutes les nouvelles technologies. Ça, on n'en a pas parlé, mais toutes les nouvelles qui sont en train d'exploser, en fait, qui est la télémédecine. Et dans la télémédecine, il y a la téléconsultation, c'est pour faire une consultation à distance, mais il n'y a pas que ça. La téléexpertise, de pouvoir nous poser une question en tant qu'expert à un moment donné, pouvoir conseiller un collègue en ville qui ne sait pas ou qui ne sait pas où pour nous porter. On pourrait faire comment vous savez, une réunion de concertation pluriprofessionnelle, c'est un mot un peu compliqué, mais pour dire qu'on va plusieurs spécialistes qui vont se mettre autour d'une table, qui échangent, pour essayer de dire quelle est la meilleure solution pour le patient. Ça, ben, c'est pas valorisé. Les patients, les médecins en libéral, s'ils prennent du temps pour faire ça, ils ne sont pas payés, c'est pas possible. Donc ça, il y a des choses à inventer avec ces nouvelles technologies, à mettre en place. Et bon, on va vers là tout doucement, mais j'espère que de ce guide qui va apparaître en octobre, que la HAS c'est des recommandations pour fluidifier le parcours des patients, et bien j'espère qu'on va avancer. J'attends du gouvernement qui mette aussi les finances avec et qui mette des expérimentations qui nous accompagnent, qui ne nous lâchent pas. Parce que c'est pas beau, c'est pas seulement d'écrire des choses, mais il faut accompagner ça sur le plan financier. Oui, une grande action de création d'un état d'esprit de réalisme économique. Oui. En disant on veut faire des choses, mais il faut aussi qu'on se donne les moyens. Et de toute façon, le retour sur investissement existe. Il n'y a pas de débat. On a tous compris les catastrophes sociales que représente la douleur. C'est vrai que c'est particulièrement, je trouve, adapté que Sapiens se saisisse de ça, parce que finalement, Je te sentais venir. Non, j'étais en train d'y penser, mais je n'osais pas le dire. Mais... le numérique, les plateformes un peu digitales qui peuvent aussi permettre de... On parlait de coupe-fil, de mieux identifier les patients, ceux qui on va devoir prendre en charge plus rapidement, ceux à qui on va devoir offrir un programme, une prise en charge plus personnalisée. On arrive un petit peu à mieux les profiler avec des outils informatiques en amont de la consultation. Ça, c'est une chose. Et puis l'innovation technologique, elle est là. Autant, malheureusement, au niveau des médicaments, depuis 30 ans, en fait, il n'y a pas eu d'avancée significative dans les molécules de la douleur. Autant au niveau technologique, il n'y a pas, en ce moment 6 mois, on n'a pas un nouveau dispositif, un nouveau matériel, une nouvelle cible. Et puis, toutes ces thérapies, il y a quelque chose tout simplement aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'activité physique. L'activité physique qui a des effets désirables, très désirables, contrairement aux médicaments. Et face à une population qui vieillit, qui est en surpoids, qui est de plus en plus seule, la douleur chronique derrière un écran, malheureusement, a de beaux jours devant elle. Et donc, il faut que la prise en charge elle soit adaptée, ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, je veux rajouter. Avec plaisir, pas de souci. Non, parce que du coup... Et après, on fait quelques questions. Quelques questions Non, allez-y. Non, sur le sport, ça c'est très important et ça me fait évoquer quelque chose aussi qui est important, que la CFD porte beaucoup, c'est la prévention de la douleur chronique. En fait, la douleur chronique, c'est pas quelque chose qui s'installe comme ça et un jour on devient douloureux chronique. On peut prévenir en amont. Et dans certaines pathologies, on connaît très bien les facteurs de risque de chronicisation. Et là, je parlerai justement d'un gros travail qui a été fait de la SFETD et d'autres sociétés savantes sur le livre blanc de la douleur chronique post-opératoire. La douleur chronique post-opératoire, c'est on va un jour se faire opérer parce que on a mal au genou, on fait une prothèse de genou pour un problème plus grave, mais on va se faire opérer. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, on a été guéri de l'arthrose ou du cancer, mais on va développer d'autres douleurs chroniques qu'on appelle des douleurs chroniques post-opératoires. Et ça, c'est fréquent. C'est à peu près 10 à 30% des patients. Et c'est très douloureux, c'est très intense, et ça fait partie des maladies de douleurs chroniques. Pourtant, on sait, bien en amont de la chirurgie, quels sont les patients les plus vulnérables à cette douleur. On sait les patients qui sont déjà douloureux chroniques, ceux qui sont vulnérables psychologiquement. Il y a certains facteurs génétiques, on a déjà fait des douleurs neuropathiques, on les connaît, ces patients-là. On sait également quoi faire pendant la chirurgie. On sait qu'il faut les prendre tôt, c'est-à-dire pas les laisser s'échapper, prévenir, les prendre très, très tôt. Et donc tout ça, on peut mettre en place, mais il faut des moyens, et on va éviter cette chronicisation. Parce que plus on reste longtemps avec une douleur aiguë, qui va se persister, et moins on la prend vite en charge, plus elle risque de devenir chronique et d'être très invalidante dans la suite. Donc là, on a fait un livre qui est accessible pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour la population, il faut aussi que les patients, nous, on soit au courant de ce que c'est une douleur chronique. Pour poser la question au chirurgien,
Voilà. Ouais. Voilà. Parfois, il ne faut peut-être pas aller sur une chirurgie qui n'est pas nécessaire totalement, qui est plutôt fonctionnelle. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il faut attendre, se préparer à cette chirurgie. Et le sport prépare à cette chirurgie. C'est pour ça que je pensais au sport, parce que ça s'appelle préhabilitation. Se préparer à un traumatisme en se préparant le corps, le psychisme et le corps ici. Très bien. Alors, je vous propose de prendre quelques questions. Je vous invite à répondre plutôt rapidement, parce qu'on a une longue série de questions. Mais tout va bien. Alors, première question, c'est pas la première, mais c'est une de celles qui arrive sur mon téléphone. Je suis très étonné que le traitement de la douleur soit une spécialisation de la médecine, alors même que le traitement de la douleur devrait être une vertu thérapeutique maîtrisée par chaque médecin et un moteur de la relation humaine de confiance entre le patient et le médecin empathique. Il y a peut-être une réponse technique là quand même. Je ne sais pas. Oui, enfin, Valéria l'a très bien dit à un moment donné, où nous, ce dont on parle de la douleur chronique, c'est la douleur qui devient une maladie et qui évolue à son propre compte. Et c'est vrai que la prise en charge de la douleur, qui est un symptôme transversal, elle doit être prise en charge par toutes les spécialités, hein, peut-être à part les anatomopathologistes. Je pense que tout le monde est concerné par la douleur et la douleur aiguë. Et c'est le premier motif de consultation des médecins généralistes. Donc effectivement, mais ça pose une autre question. Il y a seulement 20 heures qui sont consacrées à l'enseignement de la douleur chronique sur tout le... Sur 5000. 5000, ouais, 20 heures sur 5000 heures. C'est pas simplement de l'empathie, on va dire. Il faut de la technique. C'est pour ça que je disais... C'est quand même une réponse un peu technique. En fait, moi je répondrais qu'il faut monter sur les deux, à la fois pour tout le monde et bien sûr comme spécialiste dans les maladies très complexes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. La question suivante, on y a répondu puisqu'il était question de... Il est normal de prendre en charge une personne qui souffre, mais allez-vous aborder la prévention, l'hygiène de vie, les réformes de vie qui peuvent permettre de soulager? Vous l'avez fait, merci beaucoup. Vous avez anticipé la question. Une autre question un peu plus technique. Dans quel cas la stimulation transcrânienne est-elle le plus efficace? Est-elle réservée à certains cas uniquement? Ça, je pense que c'est pour Marc. Voilà. Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une nouvelle technique, en deux mots, hein. On va envoyer un champ magnétique, le patient est assis confortablement, et avec un dispositif externe, on envoie un champ magnétique avec des séances qui durent 20 minutes pendant une semaine, chaque jour, et puis ensuite les séances vont s'espacer. Habituellement, on réserve ça aux douleurs neuropathiques, hein, c'est-à-dire quand les nerfs sont abîmés. Alors le nerf, il peut être abîmé au niveau périphérique, mais au niveau central. Au niveau central, c'est la moelle épinière, c'est le cerveau. Alors ça peut être toutes sortes de douleurs liées à des traumatismes, liées à des interventions, liées à la sclérose en plaques, liées à des AVC. Voilà, il faut en général que ce qu'on appelle le cortex moteur soit du côté opposé à la douleur, soit préservé de façon à pouvoir faire ces séances. Mais c'est un outil qui est efficace, et on considère qu'il y a à peu près la moitié des patients qui sont soulagés d'au moins 30% de l'intensité douloureuse. D'accord. Question pour Valéria. Bonjour, je suis pharmacienne. Où puis-je adresser mes patients pour une prise en charge de la douleur et notamment la stimulation médulaire? Alors, dans ce cas-là, je me conseille, s'il n'y a pas de visibilité dans la région de quelqu'un qui est bien identifié, c'est d'aller dans l'ensemble de la douleur et poser la question si l'ensemble de la douleur ils ne le font pas, parce qu'il y a un réseau qui se fait, et on sait très bien dans une région qui est expert et qui peut poser des neurostimulations médulaires. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions sur la fibromyalgie. Excusez-moi. Donc, bonjour, où en est-on au niveau de la reconnaissance de la fibromyalgie? J'en ai d'autres qui viennent sur le même sujet. Donc... Alors la reconnaissance, c'est la reconnaissance peut-être administrative. Peut-être que notre auditeur là, fait allusion au problème d'ALD. Oui, et puis on parle aussi des avancées pour la fibromyalgie et son errance. Donc, Voilà, donc la fibromyalgie, c'est vraiment la douleur chronique dont on parlait, avec ses différentes facettes, parce que c'est un problème d'ordre biologique, mais avec des répercussions au niveau psychique, social, professionnel importantes. Donc c'est vraiment là, plus que d'autres, où cette prise en charge globale, elle est nécessaire, parce qu'il n'y a pas un médicament pour la fibromyalgie. C'est vraiment un faisceau de traitements qu'on va mettre en place, avec notamment l'activité physique, avec également la neuromodulation, la TENS, avec effectivement l'appui de certaines molécules. Et là, plus
c'est vraiment la prise en charge d'ensemble de la douleur qui va être nécessaire, mais effectivement, il y a un gros problème d'accessibilité. Il y a eu une grande campagne de sensibilisation qui a été faite. Je pense qu'on a quand même beaucoup bougé depuis les 10 dernières années sur la connaissance de cette maladie, à la fois de la population générale et des professionnels de santé. Ça reste problématique, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu aussi un rapport de l'INSERM qui a été fait, tout à regroupé, fait une synthèse de toutes les preuves de la science qui est disponible sur le site du gouvernement, de ce rapport INSERM. Bon, les choses ont bougé. Voilà. Maintenant, et grâce aussi aux associations de patients. Ça, c'est important. Madame de Paris s'est connectée. Madame de Paris, voilà. Et puis, je pense aussi à l'association sur la fibromyalgie, qui fait beaucoup de travail, qui relaie aussi au niveau des autorités, puis D'accord. On revient sur les centres antidouleurs. Quid de la prise en charge de ville? Tous les patients douloureux chroniques ne peuvent pas aller dans les CETD. Alors oui, c'est une réalité. Vous en avez un peu parlé, mais pour l'instant, oui, il y a des délais d'attente qui ont à peu près de 3 mois. Donc en fait, il faut repenser ces structures de la douleur, c'est-à-dire pouvoir faire des coups de fil pour les patients qui sont urgents, pour les prendre rapidement. Donc ça, c'est la moindre des choses d'avoir une session d'urgence, et on le fait de plus en plus dans les structures de douleur. Et c'est une fois qu'ils rentrent dans les structures, c'est pouvoir les renvoyer en ville. Donc ça, c'est tout ce travail qui est en train d'être réfléchi par la Haute Autorité de Santé pour fluidifier les choses. Et puis, il y a une augmentation de compétences également en ville. Il ne faut pas non plus... actuellement, la douleur n'est pas prise comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a plus d'heures de formation qui sont dans le 2e cycle. Il y a également dans le 3e cycle, c'est-à-dire les internes, ils ont un module obligatoire de douleur, quelle que soit leur spécialité. Donc il y a des petites choses qui sont modifiées, même si ce n'est pas encore le nombre d'heures qu'on souhaiterait, mais il y a une montée en connaissance de tout le monde. Et après, il faut faire des réseaux. Quand il y a la connaissance de prise en charge spécifique, pouvoir envoyer rapidement pour, par exemple, une neurostimulation médulaire, pour une pose des fameux patchs de piment dans les douleurs neuropathiques. Il y a certaines choses qu'on peut faire dans les centres et dans les structures de douleur qu'il faut pouvoir y arriver facilement. Et notre API, elle servirait là? Notre infirmière. Notre infirmier, justement, pour coordonner tout ça, pour faire du lien, pour faire le suivi de ces patients, bien évidemment. Ouais. Et on pourrait la laisser poser les patchs, etc. Tout à fait. Elles le font déjà, et elles le font déjà, bien évidemment, mais maintenant il faut formaliser, valoriser cette prise en charge. Et là aussi, il y aura une question de nomenclature et de paiement de leurs heures. Exactement. Parce que j'en vois certaines intervenir auprès de mes proches. Elles arrivent vite, elles repartent vite, parce que les pauvres, elles font des kilomètres et elles ne sont pas nécessairement top rémunérées, pour être un peu direct. Très bien, nous sommes tous d'accord. Alors, excusez-moi, quid de la médecine intégrée, travailler avec des soignants dits alternatifs? Alors, la médecine, oui, alternatif. Alors là, c'est les clones C'est les clones ou... Non, est-ce qu'on fait allusion? Parce que bon, la douleur, dès lors qu'il y a la douleur, dès lors il y a un marché aussi. Et dans ce marché, il y a aussi il y a beaucoup de choses aussi qui demandent à être validées. Et bon, je vais pas. Alors, il y a des thérapies qui sont un petit peu alternatives aujourd'hui, comme la méditation, comme l'hypnose, comme la musicothérapie, comme l'activité physique adaptée, qui sont validées, et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, c'est important pour que les patients, quand même, ne se laissent pas embarquer dans des thérapies qui peuvent être charlatanesques. Parce qu'il faut bien dire qu'à partir du moment où il y a un marché, et le marché il est énorme, c'est 12 à 14 millions de patients, ça attire aussi les aigrefins, et on voit un petit peu se développer des thérapies alternatives qui ne sont pas validées scientifiquement. Donc ça, c'est vraiment la question de se poser aux patients qui nous écoutent, c'est est-ce que c'est véritablement validé scientifiquement, parce qu'effectivement ça peut leur coûter cher, mais finalement pour un résultat qui n'est pas démontré. Voilà. On revient sur les centres. Quelqu'un nous dit ne pas oublier que l'on accède à un centre douleur que par un adressage du médecin traitant avec dossier, du moins dans ma ville. Non, c'est vrai que dans tous les centres, on a besoin d'un médecin généraliste. Passer d'abord par son généraliste. D'accord, très bien. Alors, question de Madame de Paris, je suppose, question de la FVD. Combien pose-t-on de stimulateurs médulaires par an?
Est-ce que vous avez une idée? Alors, c'est pour Marc, là. C'est un demi. Alors, parce que des simulateurs médulaires, il y a deux choses. Il y a les renouvellements et puis il y a ceux qu'on met pour la première fois. Je pense que c'est en dessous de 2000. Bon, c'est très peu, hein. On parlait de 12 millions de patients. Bon, tous ne souffrent pas de douleurs neuropathiques aussi intenses qui justifieraient. Mais pour donner un ordre d'idée, par exemple en Belgique, par rapport à la population, on implante 5 fois plus de patients. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de patients qui pourraient en bénéficier, mais voilà, environ, on arrive, il faudrait revoir les chiffres exacts là, pour cette année, mais moins de 2000 patients par an. Par rapport au nombre d'indications, il y a 5 fois moins, quoi. C'est voilà, à peu près ça. À peu près, ouais. C'est pareil pour l'antalgie intratécale, qui est une autre technique. Hein, on met un petit tuyau à l'intratécale, on met des médicaments là, et c'est quelque chose qui soulage beaucoup de douleurs réfractaires. Et il faut savoir qu'on est un patient sur 10 qui pourrait les avoir, là, il les a pas actuellement. Donc on est sur le même ordre. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la douleur cancéreuse. La douleur cancéreuse, c'est un véritable... on connaît la souffrance qu'il peut y avoir en fin de vie, mais il y a aussi cette souffrance physique qui est aujourd'hui pas suffisamment traitée. Alors autant, moi j'ai pu un petit peu attirer l'attention sur la prescription de la morphine dans la douleur chronique non cancéreuse, autant dans la douleur chronique cancéreuse, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et notamment avec ces nouveaux dispositifs qui vont diffuser la morphine directement là où il y en a besoin, sur la moelle épinière, en permettant de réduire par 300 les doses et donc les effets, notamment au niveau cérébral. D'accord, très bien. Quelqu'un revient sur les disciplines comme l'hypnose, médication, psychologue, sport adapté sont remboursés lorsque le patient accède au parcours de centre douleur? Alors non, pas tout. Pas toujours. Et sinon, quel est le coût moyen restant à charge pour le patient? Alors ça, c'est une question vaste, mais un ordre d'idée peut-être Non, c'est très variable. Si ça se fait dans le public, l'hypnose ou justement la méditation, c'est pris en charge dans les centres de consultation. Pour l'instant, dans le libéral, c'est à la charge du patient et ça peut varier de beaucoup. Hein. C'est une prise en charge qui peut être très, très chère. D'accord, très bien. Il y a eu des initiatives, par exemple, pour l'activité physique adaptée. Il y a des villes qui ont commencé à rembourser, mais c'est anecdotique et finalement, c'est encore... Ça s'appelle le sport sur ordonnance, c'est vrai. Le sport sur ordonnance, ça s'est beaucoup développé, mais dans certaines pathologies, dont la douleur chronique en tant que maladie n'est pas. Donc c'est dans l'arthrose, dans certaines l'obésité, dans certaines pathologies. D'accord, quelqu'un nous dit, mais je pense qu'on a répondu. Est-ce que vous préconisez, je n'ai pas bien compris, si vous préconisez la création d'une spécialité algologie dans les études de médecine? Bah oui. Ouais, tout à fait. Ouais. On est d'accord. C'est le fameux DES, diplôme d'études spécialisées. Douleur. Aujourd'hui, douleur, voilà, c'est ça. Qui n'existe pas pour l'instant, mais qui verra un jour. Ok, quelqu'un dit, la prise en charge de la douleur fait-elle partie des directives nationales pour les formations labellisées DPC? Alors ça c'est important, on voudrait que chaque soignant ait dans son curriculum une formation douleur, voilà. Et donc on le mette comme quelque chose d'obligatoire dans la DPC. Ça ce n'est pas encore. D'accord. Alors on va terminer par une question que vous attendiez tous. Certains professionnels recommandent le CBD pour gérer la douleur. Qu'en pensez-vous? On termine en apothéose. Mais... Chacun son tour. Ouais, chacun son tour, parce que je pense que vous avez chacun votre point de vue. Ouais. Alors, faut peut-être expliquer ce qu'est le CBD. Alors, dans le cannabis, il y a du CBD et du THC. Bon, le CBD, aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout. Ce qu'on explique dans ton livre, d'ailleurs. Ouais, voilà. Le CBD, on en trouve un petit peu partout. Ça, c'est bon. Le THC, là, c'est vraiment la forme qui va avoir des effets psychiques, notamment les effets un petit peu festifs, planants, etc., qu'on peut rechercher avec le cannabis récréatif et à qui on peut prêter en fait des vertus antalgiques. Alors les vertus antalgiques, alors il y a eu beaucoup de buzz autour de ça parce que il y a eu un essai, une expérimentation qui a été lancée là récemment dans de très bonnes conditions là par le professeur Autier. Ça peut soulager certains patients. Certains patients, on parlait de patients avec sclérose en plaques, spastique, etc. Mais ça concerne très peu de patients. Et malheureusement, le fait qu'on en ait beaucoup parlé, ça crée une attente importante et
qui est déçu parce que finalement, vous en aviez parlé, oui, la SFETD, les preuves, le niveau de preuve est quand même relativement faible. D'accord. Oui, moi je rajouterais qu'il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Il y a un essai thérapeutique qui est actuellement dans les centres de la douleur, qui est en train de faire pour justement certains types de douleurs, les spasticité, les douleurs neuropathiques. Prudence parce que ce n'est pas la panacée, tout simplement, comme tu l'as dit. Peut-être que certains patients peuvent en bénéficier. Il reste quand même peu, c'est-à-dire que c'est, d'après la littérature, les preuves sont faibles, c'est-à-dire qu'un patient sur 10, sur 13 pourrait en bénéficier. Donc pour ce patient, c'est formidable. Celui qui en bénéficie. Et pour tous les autres qui attendent, qui ont des douleurs terribles et qui sont là aux portes de nos consultations et de nos centres pour voir ce CBD en pensant que c'est quelque chose de merveilleux, je dis prudence. C'est pas la panacée, il faut voir. Et ce que ça apporte peut-être, c'est une amélioration du sommeil, des contractions. Ça c'est sûr, ça tous les patients rapportent. Peu d'effets secondaires, ça aussi c'est important de le savoir. Pour l'instant, dans cet essai thérapeutique, voilà, l'efficacité reste quand même très modérée comme elle était attendue. Donc attention aussi, parce que comme tu disais, il y a tout un marché autour de ça et qu'on a tellement fait un buzz que tout le monde maintenant veut son CBD et va acheter son CBD qui coûte très cher avec des huiles. Il ne faut pas aller trop vite et faire attention. Faire attention. Très bien, c'est une belle conclusion. Alors, merci beaucoup pour cet échange. Merci. J'espère que nous en aurons un autre pour suivre l'évolution. Quelqu'un posait une question que je n'ai pas citée sur notre capacité à faire évoluer les pouvoirs publics et quelles actions on pensait. Alors là, c'est SFETD y travaille, Sapiens y travaille avec ses moyens. On espère organiser un déjeuner parlementaire avec des députés et des sénateurs à la rentrée en septembre, quand ils seront un peu installés. On a déjà quelques personnes, certaines sont peut-être connectées aujourd'hui et qui nous aident et qui écoutent les recommandations que l'on peut faire. Alors ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles que l'on rapporte bien évidemment, parce que nous ne sommes pas un organisme de santé, on est bien d'accord. J'en profite, puisque c'est les vacances et c'est le moment d'acheter des livres. Le livre de Marc Lévesque, Libérons-nous de la douleur. Écoutez, je vous laisse découvrir ce livre extrêmement détaillé et très intéressant. Merci à vous deux. Rendez-vous le jeudi 30 juin. Concours de circonstances, on sera encore dans un sujet de santé. On aura l'occasion de recevoir Isabella Demany et Benjamin Donde qui viendront nous parler d'un nouveau roman qu'ils ont écrit tous les deux sur le patient en 2050. Donc Isabella et Benjamin projettent l'évolution des technologies dans la santé et imaginent le patient de 2050, donc tout un programme juste avant les vacances. Donc je vous donne rendez-vous donc le jeudi 30 juin et merci encore d'être resté avec nous et bonne journée. Au revoir. Merci.